En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Et pour notre Zoom du jour, nous recevons aujourd'hui Yves Mamou. Bonjour monsieur. Bonjour. Yves Mamou, vous êtes journaliste, vous avez travaillé pendant 23 ans au Monde, mais vous avez également collaboré au Canard enchaîné, à Libération et à la Tribune. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre ouvrage, Le Grand Abandon, les élites françaises et l'islamisme, et c'est sous-titré « Comprendre les 30 dernières années ». C'est donc un livre où vous dénoncez les changements de la société française dus, selon vous, à l'immigration musulmane et à la progression de l'islamisme, Yves Mamou. Alors, ces transformations, vous les dénombrez, vous les listez, elles sont démographiques, politiques et culturelles, et elles sont, selon vous, le fait des élites françaises. C'est leur but, dites-vous, dans une interview au Figaro, c'est de réinitialiser les consciences. De quoi s'agit-il, Yves Mamou, cette réinitialisation ? La réinitialisation, c'est l'autre chose que l'immigration. C'est quand on fait rentrer une population qui n'est pas d'origine européenne, c'est-à-dire ni catholique, ni chrétienne, ni juive, mais qui vient du Moyen-Orient, c'est qu'à un moment donné, on invente des slogans, diversité, vivre ensemble, qui sont, moi j'ai pris ça au départ, ces slogans comme de la communication. Mais en fait, je me suis aperçu que c'était une politique, je veux dire, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veut imposer des quotas ethniques d'apparition sur les écrans de télévision. Qu'il suffit de regarder n'importe quelle série aujourd'hui, il y a des couples mixtes qui sont arabes et non arabes à la télévision. Il y a une permanence, on organise la permanence d'une diversité, comme si on voulait faire croire aux gens que la société française était aujourd'hui parfaitement mélangée et parfaitement harmonieuse dans le vivre ensemble. Il y a le CNC, le Centre national du cinéma, qui dispose d'un fonds diversité pour financer des films aussi où on va mettre en scène cette diversité et ce bonheur de vivre ensemble. Il y a l'AFNOR, ça c'est encore pire, l'AFNOR labellise, distribue un label à la demande du ministère de l'Intérieur depuis 1988, c'est-à-dire à l'époque où le ministre socialiste de l'Intérieur était Daniel Vaillant, pour que les entreprises aient un label diversité, c'est-à-dire qu'elles repensent entièrement leur politique du personnel en fonction de critères ethniques. Donc c'est tous ces changements-là qui me paraissaient incroyables, que j'ai découvert en faisant ce livre, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une entreprise volontaire, politique, de réinitialisation des consciences, c'est-à-dire qu'on vise à faire passer le message auprès des populations que nous sommes aujourd'hui une société multiculturelle, c'est-à-dire mélangée harmonieusement, ce qui est faux bien sûr. Et ce but-là, c'est pour casser la nation, selon vous? C'est casser la nation parce que, et ça c'est ma grande découverte au bout, parce que j'ai pas essayé de démontrer des thèses a priori, c'est des découvertes que j'ai fait progressivement en enquêtant, c'est que y a une élite aujourd'hui mondialiste, aristocratique, de gens très riches, qui ne se sentent plus appartenir à la nation où ils sont nés. C'est partout pareil, que ce soit la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, la France. Et donc, vous dites, ces élites ne veulent plus faire nation. Elles ne veulent plus faire nation. Et surtout, ça ne les intéresse pas parce que elles se sont détachées de la. Il y a un livre d'un sociologue américain qui s'appelle Christopher Lasch qui a annoncé le problème en 1995, le premier. Il dénonçait les élites financières de la côte Est et les élites high-tech de la côte Ouest. Et il disait, ces gens-là ne sont plus américains. Ils vivent entre eux dans des ghettos. Ils pensent que la planète est leur horizon. Et ils ont coupé les liens avec la nation américaine. Donc, et on a vu avec l'élection de Donald Trump qu'il y avait un retour, au contraire, de cette population qui se sent américaine et qui veut défendre l'Amérique, avec Donald Trump qui dit « America first »,
veux dire, c'est ça, c'est le retour aujourd'hui de ce courant-là, qu'on décrit sous le terme de populisme, mais qui est le recours d'une revendication nationale. Et c'est pas sale le national, quoi. Je veux dire, c'est une revendication légitime. Et pourquoi pensez-vous que justement ces élites ne veulent plus faire nation? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi exactement, mais parce que de par leur métier, de par leur niveau de revenu, de par leur organisation sociale entre elles, je veux dire, elles pensent qu'elles ont coupé les liens. Voilà, c'est fini. Elles remettent en cause la démocratie, parce que la démocratie, il y a un risque. C'est le bulletin de vote peut provoquer une alternance politique. Et donc, elles veulent se débarrasser de ce risque politique-là. Donc, elles se débrouillent avec l'immigration pour enfermer les populations qui ne sont moins mobiles qu'elles, enfermer les populations dans des conflits identitaires, etc. Et après, et puis en même temps, l'immigration, c'est aussi un réservoir de bulletins de vote. En France, c'est très, très nettement le cas. Yves Mamou, vous affirmez que l'antiracisme est le moteur du système de destruction de la société française, qu'il n'a en réalité jamais voulu combattre le racisme. Expliquez-nous. Je ne dis pas que c'est le moteur de destruction. Je dis que l'antiracisme a été monté en épingle, subventionné par l'État pour instaurer un courant migratoire et le protéger d'une éventuelle réaction populaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait rentrer une population musulmane qui s'islamise progressivement et qui donc entre en conflit frontal avec la culture ambiante, je veux dire, il faut protéger les pouvoirs publics veulent continuer à maintenir un courant migratoire en protégeant cette politique. Et donc, la seule solution, c'est de culpabiliser les autochtones. Ceux qui disent, mais il y en a trop, on les taxe de racisme. Et donc, le rôle des associations antiracistes, c'est précisément d'envoyer au tribunal les râleurs. Mais qui sont les personnalités à l'origine de ces officines antiracistes? Il y a des très vieilles associations antiracistes comme la LICRA qui s'appelait à l'origine la LICA, ouais. ou la Fédération des droits de l'homme, etc. Et puis il y a SOS Racisme. SOS Racisme est arrivé dans les années Mitterrand. Et donc là, comme le Parti socialiste a décidé d'abandonner la classe ouvrière, comme le Parti démocrate américain d'ailleurs, qui a abandonné les syndicats, la classe ouvrière pour faire alliance avec les ultra-riches des États-Unis, le Parti socialiste a misé sur les couches culturelles montantes, c'est-à-dire les beurs de banlieue, les homosexuels, enfin tout ce qui bougeait, tout ce qui faisait l'agitation culturelle d'un pays. Et ça lui a réussi puisque François Hollande a été élu en 2012. Et ça a été la cause de son échec aussi parce que en 2017, cette politique a abouti à... On voyait bien ils ont abouti dans le mur. Mais SOS Racisme a été créé dans cette année-là pour servir de dynamique et de mayonnaise pour lier ensemble toutes ces populations, les homosexuels, les beurs de banlieue, la gauche intellectuelle, enfin bon, ainsi de suite, de manière à créer une espèce de courant d'effervescence, mais qui n'avait plus de lien avec... Est-ce que vous pensez, Yves Mamou, qu'il y a une sorte d'homogénéité sociale, culturelle de ces personnes qui ont monté ces officines antiracistes? Je ne peux pas dire ça, mais je ne sais pas très bien, parce que vous savez, mon livre est fait... Je veux dire, c'est une description, c'est une phénoménologie un peu. Chaque chapitre de mon livre, si je l'avais fouillé en profondeur, ça donnerait lieu à un livre en soi. Oui. Donc, quand je décris le Conseil d'État, il me suffit de lister la liste des arrêts du Conseil d'État favorables à l'immigration, favorables à l'islamisation de ce pays. Oui, vous évoquiez avant cet entretien, vous me parliez du juge Thuot du Conseil d'État. Du juge Thierry Thuot. Alors, lui, c'est un personnage insensé, parce que lui... Il pense que, au fond, il y a une espèce de haine de la France chez les élites françaises, une espèce de haine de la culture française, et donc il pense qu'il faut la renouveler. Je veux dire, le rapport de Thierry Thuot qui s'appelle Rapport pour la grande nation, une France inclusive, c'est un délire, c'est un pur délire racialiste, quoi. Et savoir que ce monsieur est au Conseil d'État, qu'il produit des rapports, qu'il influence les partis politiques, moi, ça me fait des frissons dans le dos. Est-ce qu'on peut parler de pouvoir des juges et est-ce que vous pensez que ce pouvoir des juges est concentré seulement dans le Conseil d'État? Non, je veux dire, la magistrature a joué un rôle très important et notamment le parquet dans l'instauration d'un maintien de l'ordre diversitaire. C'est-à-dire que à partir de 2012, par exemple, Christiane Taubira, qui était garde des Sceaux, à partir de 2015, quand il y a eu l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de Vincennes, 3 jours après, Christiane Taubira a pris une circulaire pour dire à l'ensemble des parquets de France: si vous voyez quelqu'un qui critique les religions, parce qu'il ne fallait pas dire la religion musulmane,
Mais si quelqu'un qui critique les religions, prière de l'envoyer immédiatement au tribunal. Et c'est la fonction de la justice aujourd'hui, c'est-à-dire nier qu'il y a un problème avec l'islamisme dans ce pays et persécuter tous les gens qui ont une raison ou une autre de critiquer, de se plaindre, de mettre en cause le système en place. Vous en prenez également, Yves Mamou, à la politique, aux personnalités politiques françaises. Selon vous, elles sont toutes responsables, droite et gauche confondues? Oui, mais la gauche est massivement responsable, mais la droite aussi, par laisser aller, parce que l'antiracisme de ces officines, de ces petites officines qui est devenue l'idéologie dominante. Je veux dire, on ne parle plus de l'idée de classe aujourd'hui, on est raciste ou antiraciste. Donc, ça a contaminé l'ensemble du vocabulaire politique. Quand Emmanuel Macron dit deux mâles blancs en parlant du rapport que lui remet, je ne sais plus qui, ça n'a pas de sens. Je veux dire, vous voyez, on n'est plus dans un univers politique, on est dans un univers racialiste aujourd'hui. Et donc, c'est ce vocabulaire que les partis politiques de droite comme de gauche, c'est-à-dire les grands partis qui sont le socle politique du pays, se sont laissés contaminer par un discours qui ne rend plus compte de la réalité et qui n'est plus opératoire. D'où le dégoût de la population par rapport à la politique aujourd'hui. Serge Mali, qui est l'un des fondateurs de SOS Racisme, disait d'ailleurs que cette création de SOS Racisme est une manipulation politique au service du PS. Bien sûr. Mais heureusement, ça a été établi. Il y a plusieurs ouvrages sur l'histoire de SOS Racisme qui sont moi, je me suis surtout inspiré des travaux de Paul Lyonnais, qui est un sociologue mort aujourd'hui, et qui découvrait que l'antiracisme de SOS Racisme, c'était en gros un projet révolutionnaire, de révolutionner la société par l'immigration, et par l'immigration musulmane en particulier. Et alors, il décrit ça dans un langage un peu embrouillé, parce que lui-même... C'était pas simple à l'époque, c'est un livre qui a 15 ans. Donc, mais moi, je trouve ça, c'est un travail fondateur pour moi, le travail de Paul Lyonnais là-dessus, de SOS Racisme comme projet révolutionnaire, oui, et c'est d'ailleurs le cas. C'est un projet au service du PS, ces officines antiracistes, et la droite s'y est soumise à ce projet. Aujourd'hui, toutes les organisations antiracistes sont noyautées par les islamistes, et notamment par les frères musulmans. Pire, c'est le Parti des indigènes de la République qui aujourd'hui... met une couche supplémentaire dans les organisations antiracistes. Donc quand on voit même le planning familial aujourd'hui, des responsables du planning familial, qui c'est une grande conquête républicaine, laïque, je veux dire, les responsables du planning familial sont des femmes voilées, c'est quelque chose de terrifiant, je veux dire. Oui, mais vous allez... je veux dire, SOS Racisme, ça n'a pas été créé par des islamistes. Non, mais SOS Racisme est en perte de vitesse aujourd'hui. Je veux dire, on voit bien... Ce qui est dominant aujourd'hui, c'est le discours du Parti des indigènes de la République. C'est lui qui est l'élément moteur aujourd'hui dans les universités, dans les banlieues, parce qu'il draine des... Mais comment c'est favorisé justement cette montée des islamismes? Comment c'est favorisé? Mais par ces officines antiracistes qui sont elles-mêmes la musique, créées. par le rap. Je veux dire, on sous-estime. Moi, j'ai découvert le rap. Mais les chanteurs de rap islamistes comme Medine ont joué un rôle capital dans la formation de l'état d'esprit dans les banlieues. Et le Parti des indigènes de la République s'est parfaitement capté ça et s'est parfaitement utilisé le rap dans ses meetings, dans ses réunions, dans ses manifestations. Vous pensez que les islamistes sont aujourd'hui déjà au pouvoir en France? Je pense que les islamistes sont aujourd'hui dépassés par les racialistes du Parti des indigènes de la République. Et que les deux, on va voir, qui espèrent tirer chacun les marrons du feu de la situation de décomposition politique qui est aujourd'hui celle de la France. Alors après la politique, évidemment, vous vous en prenez à l'école, Yves Mamou, à l'université. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient d'annoncer qu'il voulait développer l'enseignement de l'arabe dès le primaire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je veux dire, c'est consternant parce qu'il faudrait mieux apprendre le français aux enfants à l'école, quoi. Voilà. Et puis le latin, peut-être. Et puis même le latin et le grec. Je veux dire, c'est des matières qui vont disparaître ou qui sont en voie de disparition. Et moi qui ai fait du latin, j'en suis très, très malheureux. Alors Yves Mamou, évidemment, vous en prenez, alors évidemment, je ne pourrais pas dire ça, mais vous en prenez aussi à l'Église catholique. Vous dites qu'elle chante l'immigration musulmane. Comment vous expliquez cette position de l'Église catholique? L'Église catholique a souffert de la laïcité. À partir de la loi de 1905, il y a un clivage qui s'est opéré entre le pouvoir d'État et l'Église catholique. Parallèlement, l'évolution des croyances et des populations, les progrès techniques, a fait que les églises se sont vidées. Donc aujourd'hui, l'Église, elle est un peu sur la défensive. Donc
elle adopte l'idéologie des droits de l'homme, et notamment l'idéologie des droits de l'homme et de la défense du migrant musulman et de la victime musulmane, dans l'espoir de se refaire une santé, de la même manière que le Parti socialiste a joué cette carte-là. Mais en même temps, comme le Parti socialiste, elle risque de perdre sa base initiale. Donc le Parti socialiste, voilà. Et surtout, ce qui est très grave, c'est de penser que c'est la laïcité qui est l'ennemi de l'Église. Les gens, ils sont simplement les gens ne sont pas moins croyants, mais ils sont croyants différemment. Ils expriment leur croyance différemment de ce qu'est le dogme catholique. Donc c'est comme ça. Mais les gens restent croyants. Fondamentalement, l'être humain est un être croyant. Pourquoi, Yves Mamou, vous en prenez à l'Église catholique qui, dites-vous, chante l'immigration et pas aux adeptes de la laïcité ou à ceux de l'universalisme des droits de l'homme, qui sont également pro-immigration? C'est tout à fait. Moi, je ne suis pas contre l'immigration en tant que soi. Je pense qu'un pays a le devoir d'ouvrir ses frontières aux réfugiés. Mais oui, aux réfugiés. Aux réfugiés, bien sûr. Aux gens qui sont réellement persécutés. Alors, je pense que les Juifs, malheureusement, portent une responsabilité parce qu'ils ont vu la porte de l'Europe se fermer devant eux quand l'Allemagne nazie les persécutait. Donc, on vit sur ce souvenir et on profite de ce souvenir pour ouvrir les portes à l'immigration massive de populations d'origine extra-européenne. Vous pensez que les Juifs, justement, ont une responsabilité quant à l'ouverture des frontières? Non, je dis qu'on se sert. On se sert de la culpabilité des Européens par rapport au fait que l'ensemble des pays européens ne se sont pas ouverts pour accueillir les réfugiés juifs allemands. Et on se sert de cette culpabilité pour promouvoir une politique immigrationniste de population extra-européenne. Mais les Juifs, non, n'ont rien à voir là-dedans. Vous pensez que cette culpabilité, justement, elle est mauvaise, elle empoisonne la France? Enfin... Je pense que c'est une instrumentalisation de la culpabilité collective, bien sûr. Et c'est dommage. Yves Mamou, vous dénoncez aussi l'outil média, outil de verrouillage, de déni. Vous expliquez ça dans votre livre. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité personnelle en tant qu'ancien journaliste du Monde, pendant 23 ans, journaliste, enfin le Monde, journal de gauche? Oui, le Monde, journal de gauche, et qui contribue encore aujourd'hui au déni de la situation. Aujourd'hui, les journaux ne font plus d'information, ils prêchent le vivre ensemble et la diversité. C'est pas la fonction du journal. Moi, quand je suis rentré dans ce métier, c'était pour faire de l'information, c'est-à-dire pour produire de l'information qui fasse réfléchir et qui soit gênante. Mais progressivement, cette information-là a été mise sous le boisseau par les directeurs des grands journaux. Moi, vous savez, j'étais journaliste économique, donc je m'occupais de choses un peu désidéologisées. En même temps, je voyais la mondialisation en œuvre. Je trouvais scandaleux qu'une entreprise délocalise sa production en Chine et laisse des ouvriers sur le carreau aux frais de la collectivité et qu'elle revienne revendre ses produits 10 fois plus cher que ce qui lui avait coûté à produire, sans payer une taxe, ni un droit de douane, ni quoi que ce soit. C'est ça qui me scandalisait en tant que journaliste économique. Et vous me disiez avant notre entretien, voilà, justement, vous parlez de ce titre, le grand abandon. Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte de cet abandon de la France par les élites? C'est quand... vous savez, j'ai travaillé, comme je dis, c'est pas des idées a priori que je développe, que j'essaye de démontrer. J'ai découvert progressivement qu'il y avait des islamistes dans ce pays, qu'ils essayaient de communautariser l'ensemble des musulmans et que le pouvoir politique abandonnait les musulmans aux islamistes et que derrière ça, l'islamisme avait des alliés objectifs dans ce pays. Donc j'ai essayé de faire la liste de ces alliés et j'ai découvert, au terme de 2 ans d'enquête quasiment, que toute la superstructure d'un pays, j'emploie le terme superstructure au sens marxiste du terme, c'est-à-dire toute la sphère de pouvoir d'une société donnée, du parti politique à l'école en passant par les grands corps de l'État, la magistrature, etc. L'ensemble de ces superstructures étaient alliées d'une manière ou d'une autre à cette volonté de transformer la société française par l'immigration et par une préférence islamique. Est-ce que vous pensez, Yves Mamou, que les musulmans et... au stade supérieur, les islamistes sont les seuls à se communautariser en France? Ils obligent tous les autres à se communautariser. Parce que, je veux dire, d'abord parce que on le voit en Seine-Saint-Denis, je veux dire, c'est une population aujourd'hui à majorité musulmane, alors qu'avant, il y a 30 ans, c'était une population encore très mélangée. Vous pensez que c'est la première communauté en France, l'islam, enfin, qui force les autres à se... Il y a une agressivité naturelle de l'islamisme, oui. Donc, forcément, leur premier souci, c'est de se débarrasser des Juifs. On dit, vous savez, dans la communauté juive, on dit qu'il y a une alia intérieure. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens d'aller en Israël, ils essayent de quitter la banlieue à risque où ils sont pour une banlieue un peu moins risquée.
Mais est-ce que vous pensez que les Juifs sont les seules victimes de cette communautarisation? Bien sûr. Rappelez-vous, à Toulouse, il y a 2 ans, il y avait ces mères musulmanes qui avaient pris d'assaut, qui avaient bloqué l'école en disant « Rendez-nous les petits rouquins et rendez-nous les petits blonds avec lesquels on élevait nos enfants. » Simplement, toutes ces femmes étaient voilées, leurs maris portaient le hamis, et ils avaient tellement islamisé le quartier que toutes les autres populations espagnoles, grecques, italiennes qui vivaient avec eux étaient parties. Donc il n'y a pas que les Juifs. Et donc une fois qu'ils ont fait le vide autour d'eux, ils se disent mais rendez-nous le vivre ensemble. Ouais, rendez-nous les Français avec qui on est venu vivre. Exactement. Et sauf qu'ils sont partis et ils n'ont plus aucune envie de revenir. Yves Mamou, vous dénoncez aussi, c'est beaucoup de dénonciations dans ce livre. Non, j'explique, je dénonce pas. Oui, vous expliquez. J'analyse. Pédagogie. Vous parlez des intellectuels, Yves Mamou, ceux que vous appelez islamo-intellectuels, qui ont pour vous une grande responsabilité quand ils imposent la repentance de la France. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms comme ça? J'ai pas des noms. Je les ai oubliés parce que vous savez, une fois que j'ai écrit les choses, j'ai tendance à les oublier parce que pour moi, le livre me sert de mémoire. Ouais. Mais j'ai essayé de décrire les différentes postures intellectuelles. Je me souviens que je commence, je crois, par Jean-Marie Leclésio, prix Nobel de littérature, qui écrit à sa fille au lendemain de Charlie Hebdo dans une tribune que Le Monde publie. Il lui écrit « Ne te trompe pas parce que les vraies victimes, c'est pas ceux qu'on enterre, c'est ceux qui ont tiré dessus ». Et c'est hallucinant qu'un père puisse écrire ça à sa fille et dire que c'est les assassins qui sont les victimes et pas les personnes assassinées. Donc voilà. Alors j'ai appelé ça je sais plus, je traite de bêta parce que c'est la bêtasserie intellectuelle. Et puis après il y a différentes cas de figure et il y a des gens qui ont des attitudes quasiment criminelles. Mais comment vous expliquez que ces intellectuels français soient à ce point-là sous l'influence de l'islam? En fait, je comprends pas. Ils ne sont pas sous l'influence de l'islam, ils sont sous l'influence de la bien-pensance collective et de l'antiracisme. Donc critiquer l'islam, c'est forcément faire un lien entre islam et islamisme. Déjà, c'est difficile aujourd'hui dans ce pays parce qu'on court le risque de se retrouver au tribunal. Et donc, je crois que le préfet de Paris avait déclaré l'autre jour qu'entre des déclarations de djihadistes et des déclarations des salafistes, voilà, il disait voilà, ça se ressemble beaucoup et il disait voilà, djihadiste et salafisme, il y a un papier à cigarette entre les deux. Oui, bien sûr. Tant mieux qu'ils disent ça. C'est le début d'une prise de conscience, mais non, les intellectuels, ils pataugent dans la choucroute. Pas tous, heureusement, il y a des gens qui tirent le signal d'alarme depuis longtemps. Et notamment les intellectuels juifs, je veux dire Georges Bensoussan, Alain Finkielkraut, rament tout seuls, isolément, sous la critique depuis des années. Et il n'y a pas beaucoup d'intellectuels catholiques. Moi, j'en cite un, j'ai oublié son nom, mais c'était au lendemain de Charlie Hebdo. Lui aussi, il tirait sur le corbillard, quoi, en disant... Vous n'avez pas l'impression, justement, qu'il y a un peu une chape de plomb sur les intellectuels catholiques? Enfin, c'est qui d'ailleurs les intellectuels catholiques? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui revendiqués? Il y en a quelques-uns qui se revendiquent comme ça. On sait que, M. Finkielkraut, vous évoquiez les intellectuels juifs. On pense tout de suite à M. Finkielkraut, Zemmour, Gilles-William Goldnadel. Il y a ces personnalités-là qui sont vraiment mises en avant. Et puis les intellectuels catholiques, comment ça se fait qu'ils ne soient pas mis sur le devant de la scène? Mais parce que les Juifs, ils sentent très bien que si le communautarisme s'installe en France, je veux dire, ils ne font pas le poids. Je veux dire, les Juifs, c'est 400 000 personnes dans ce pays. Je veux dire, face à une dizaine de millions de musulmans, ils ne feront pas le poids. Donc, vous pensez vraiment? Bien sûr. Par exemple, quand on voit l'organisation de ce dîner tous les ans du CRIF, c'est une bulle. et où tous les grands hommes politiques français de droite ou de gauche se rendent, est-ce qu'il y a l'équivalent en France, un rendez-vous musulman comme ça qui a autant d'importance? Les rendez-vous de l'UOIF. Oui, mais est-ce que par exemple les candidats à l'élection présidentielle se rendent tous, se font photographier à ces événements? Je peux vous dire qu'il y a un sentiment très partagé dans la communauté juive que le CRIF ne représente que lui-même. Néanmoins, cette institution, pour exister, a besoin d'être à proximité du pouvoir politique, quel qu'il soit. Le jour où ça sera Marine Le Pen présidente, le CRIF organisera son dîner et la présidente de la République viendra dîner ce soir-là avec les... Mais
À la rigueur, ce dîner est la seule justification du CRIF. Pour le reste, ils ne font rien. Et les Juifs n'ont pas le sentiment d'être protégés parce qu'ils ont le CRIF au-dessus d'eux. Mais en revanche, il y a une élite juive qui se protège par sa proximité avec le pouvoir, mais dont la relation avec l'ensemble de la communauté juive qui est très diverse, parce que les Juifs sont présents dans tous les niveaux de la société. Vous parlez de la proximité entre cette communauté juive et le pouvoir, donc cette élite française qui, selon vous, est responsable du grand abandon de la France et de l'islamisation de la France. Il y a les élites en général, il y a des Juifs dans ces élites, et puis il y a une petite trahison particulière des élites juives, des institutions juives vis-à-vis de la communauté juive en particulier. Je veux dire que quand on invite à une manifestation pour le meurtre de Mireille Knoll qui a été assassinée et qu'on dit que c'est une marche blanche, c'est-à-dire une marche silencieuse, alors qu'on sait très bien que ce sont des islamistes qui ont assassiné Mireille Knoll, je dis c'est une trahison de la communauté juive de dire ça, parce que les Juifs savent bien qui les persécute dans ce pays. Voilà, donc le CRIF ne veut pas gêner Emmanuel Macron en disant islamisme assassin. Donc il dit on fait une marche blanche et on fait comme si cette grand-mère était partie, était morte de sa belle mort, et on va tous suivre un corbillard pour l'enterrement. Est-ce que vous étiez d'accord, par exemple, sur le fait que le CRIF ait interdit à Marine Le Pen de se rendre à cette marche blanche? J'étais outré parce que j'étais là et j'étais outré que ce qui s'est passé. Je veux dire, après tout, Marine Le Pen, elle pouvait très bien venir. Je veux dire, c'était même la moindre des choses qu'elle soit là. Et je veux dire, le sens de cette marche blanche qui était déjà critiquable en soi a été en plus détourné parce qu'on a réintroduit une espèce de faux conflit droite-gauche dans ce débat qui n'avait rien à faire là, justement. Donc Mélenchon ou Marine Le Pen, ils pouvaient très bien suivre le cortège comme les autres, oui. Et alors, en plus de ces intellectuels, vous dénoncez, vous expliquez justement qu'il y a une horde d'experts et de people qui se joignent à ces intellectuels pour, dites-vous, diffuser une parole faussement désintéressée. Pourquoi ces people, ces experts rejoignent les élites plutôt que le parti du peuple? J'ai mis ensemble les experts et people parce qu'ils m'énervaient, donc je pensais que c'était décrédibiliser les experts, de les mettre avec les people, parce que les experts tiennent une parole qui n'est pas plus qualifiée que celle des people aujourd'hui. En revanche, les people peuvent se tromper, je veux dire, ils ne représentent qu'eux-mêmes, mais les experts, eux, ils sont payés. Je veux dire, c'est un boulot d'être expert. Ça veut dire qu'on a des contrats avec des grandes entreprises, avec des multinationales. Donc on sert les intérêts des grandes entreprises. Quand on est un expert, on vient tenir des propos sur la démographie, sur la nécessité de l'immigration, etc. Dans un pays qui a plusieurs millions de chômeurs et où les pauvres se comptent aussi par millions et les deux populations s'ajoutent les unes aux autres, je veux dire, c'est insensé de dire que la France est un pays qui a besoin de l'immigration. Donc je dénonce cette parole d'expert et qui dit, mais les experts économiques comme Attali et autres disent « mais oui, l'immigration apporte de la richesse, ça favorise… » Non, ça n'a pas de sens. Je veux dire, quand on fait rentrer des populations étrangères, elles ne sont attirées que par le système de protection sociale. Elles ne sont pas attirées par l'activité économique qui, malheureusement, en France, est stagnante depuis quasiment 20 ans. On a parlé, Yves Mamou, ensemble beaucoup de la catholicité, de l'islam, de la communauté juive, en liant justement tout cela à l'abandon de cette société française. Est-ce que vous pensez qu'in fine, tous les problèmes peuvent être expliqués d'une manière religieuse? Non. Moi, je suis un fervent défenseur de la laïcité, et pour moi, je définis la laïcité comme l'espace public où les Français, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, peuvent entrer en discussion, négociation, conflit les uns avec les autres, à une condition, c'est que toutes ces relations finissent par des négociations pour repartir ensuite vers d'autres discussions, conflits, négociations. Si on fait rentrer les religions dans cet espace-là, comme Emmanuel Macron semble vouloir le faire, on fait rentrer le non négociable. Je veux dire, on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui crie Allahu Akbar, ou quelqu'un qui crie Vive le Christ roi, ou quelqu'un qui crie Vive la Torah. C'est pas possible. Donc ces gens-là, on leur dit vos convictions, ça pour chez vous, c'est à la maison et dans vos à l'église, voilà. à la synagogue, à la mosquée. Le reste, c'est l'espace de la société et de la citoyenneté, c'est-à-dire c'est l'espace du politique. Et moi, je crois au politique. Donc, vous y croyez encore? Mais bien.
Je veux dire que si... Vous pensez qu'Emmanuel Macron a encore du pouvoir en tant que président de la République? Emmanuel Macron, il est en train de faire une loi où il va se débarrasser de la loi de 1905. Et pourtant, Dieu sait si cette loi de 1905, elle est déjà caviardée par le Conseil d'État qui autorise les municipalités à financer les cultes. Et donc, les quelques lambeaux de la loi de 1905 qu'il reste, il veut s'en débarrasser pour créer ce qu'il appelle imbécilement, à mon avis, un islam de France qui n'a pas de sens. Et on ne crée pas l'islam de France en le donnant aux frères musulmans. Ce sera le mot de la fin. Yves Mamou, je rappelle, le titre de votre ouvrage, c'est « Le grand abandon, les élites françaises et l'islamisme ». Excusez-moi. C'est chez L'Artilleur, comprendre les 30 dernières années. Merci Yves Mamou. Merci.